de Baskin, même si il a un parcours qui a pu le rapprocher à un moment de l'art brut et voire du surréalisme, le cœur vraiment de son œuvre, c'est l'alchimie. Donc là, on est plus dans son travail donc intériorisé, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure qu'à la fin de sa vie, ne pouvant plus étaler les énormes œuvres que vous avez vues en haut, soit dit en passant d'ailleurs, le Fantasofrock, c'est-à-dire le grand tableau que vous avez vu, a été assuré à la Biennale de Venise en 1986, 10 millions de francs. Ça, je dis ça quand même pour que vous vous rendiez compte de la valeur de ces œuvres. C'est pas que la finance a un moindre intérêt dans cette histoire, mais simplement pour vous dire que c'est vraiment une œuvre précieuse dans l'idée de l'art brut. Donc il s'est mis à faire ça parce qu'il a pu travailler sur une petite table. Et toute cette dernière partie de sa vie, donc de 1951, en gros dans les années 60, début des années 60 jusqu'à sa mort en 68, donc il s'est mis à illustrer tout un tas d'œuvres qui l'intéressaient. Et ça va me donner l'occasion de vous parler de l'alchimie dans la littérature. Et donc, je vous en ai déjà parlé un petit peu là-haut, mais je vais continuer. Donc, tous les écrivains qui ont été très influencés, voire même eux-mêmes alchimistes. Et les gens oublient ou ne veulent pas voir qu'il y a eu ça. Que beaucoup d'écrivains et d'autres ont été influencés par l'alchimie à un point profond. Alors, pour comprendre de quoi je parle, il va falloir que j'essaye de vous expliquer un peu l'alchimie. Mais je ne vais pas vous expliquer quelque chose qui est qu'il faut 20 ans à comprendre en 5 minutes. Donc je vais vous expliquer des grandes lignes et puis vous donner des clés et des possibilités d'aller plus loin. J'en profite pour dire que peut-être une des portes d'entrée les plus simples que j'ai pu trouver au cours de mes nombreuses années sur cette terre. Je vous rappelle que j'ai fêté mon 20 000e jour sur Terre l'année dernière. Donc, au cours de ces 20 000 jours, j'ai trouvé un livre qui me paraît être l'introduction la plus aisée et la plus sympathique dans l'univers de l'alchimie. En plus, il n'est pas cher, ça nous arrange. Donc, voilà. Ça s'appelle Alchimie, le grand secret. Andrea Aromatico. Porte bien son nom. Et c'est dans la collection Découverte Gallimard. Il est épuisé. Épuisé. On trouve sur Internet. Voilà, alors moi il sera bien réédité, mais sur Internet il existe. Et chez Bon Libraire encore. Extraordinaire ça pour rentrer. Ça permet pour des gens qui ne connaissent rien ou pas grand chose, d'avoir une iconographie, etc. C'est plus intéressant et plus aisé que de prendre le que sais-je, etc., des choses plus compliquées, intellectuelles, voilà. Donc je voulais vous dire ça en entrée. Alors, qu'est-ce que c'est l'alchimie, puisque c'est au cœur de ce travail. Donc, vous avez compris, si vous m'avez suivi tout à l'heure, qu'il y a une affaire de symboles, que ces symboles essayent de communiquer une progression intérieure, un mode de transformation. Ça va tellement fort chez Baskin qu'il va lui consacrer sa vie comme un moine. C'est-à-dire qu'à partir de 1951, non seulement il quitte le groupe surréaliste, parce que c'était un groupe, justement, mais il quitte tout. Il quitte sa femme, ses voisins, sa famille, tout le monde, et puis il va se réfugier dans une toute petite mansarde, et il fait son travail. Il dit à tout le monde, moi j'ai quelque chose à faire, une œuvre, je dois transformer mon intériorité, oh c'est ça, et je vais le faire. Je vais le faire. Alors, il porte, je pense sincèrement que dans tout ça, il y a véritablement une ode à la transformation intérieure. L'alchimie, on en trouve des traces en Chine au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est pas récent. Ça a été peu à peu importé en Égypte, et ça s'est déplacé et c'est arrivé ici en Occident au XIe siècle. Les Templiers sont les gens qui ont le plus contribué en Occident à répandre l'alchimie, puisqu'ils avaient été, vous savez bien, à Saint-Jean d'Acre et à Jérusalem,
et qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer là-bas les savants arabes, eux-mêmes les savants arabes qui avaient récupéré cette alchimie venant d'Inde, etc., bien avant, et d'Égypte, et l'ont transmis en Occident. Donc les Templiers, une grande partie du trésor des Templiers, ce sont des grimoires, des livres d'alchimie. Alors c'est quoi cette alchimie? Alors, je vais tout de suite dire quelque chose que tout le monde va comprendre. L'alchimie n'est pas l'ancêtre de la chimie. C'est un truc, il faut comprendre une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, si vous pensez que ça a commencé par de l'alchimie, etc., vous êtes, je sais pas quoi, vous pensez que on vient du singe et que je sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est une théorie d'évolutionnisme qui n'a aucun intérêt. L'alchimie n'a rien à voir avec quoi que ce soit, si ce n'est qu'elle naît après la chimie, mais elle naît dans un univers de chimistes. C'est pas du tout pareil. Il se trouve qu'à l'époque, les chimistes sont les savants. Donc c'est les premiers à oser triturer la matière. Donc ils font fondre des métaux, ils font fondre des végétaux, ils font tout un tas de trucs comme ça, des expérimentations de toutes sortes. Ce sont des chimistes, au sens le plus pur. Ils cherchent à savoir comment fonctionne la matière. L'alchimie naît chez ces savants, c'est-à-dire certains d'entre eux font une démarche intellectuelle ou spirituelle et peu à peu imaginent que en fait, ce qu'ils sont en train de faire sur la matière, c'est la métaphore de la création. En fait, c'est ça la clé de l'alchimie. C'est que certains se disent, mais tout ce qu'on est en train de bricoler sur le naphte, sur le vitriol, sur l'antimoine, sur l'alun, tout ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est ce qui s'est passé au début de la création de l'univers, sans parler d'un créateur. En tout cas, dans la transformation du monde au début. Donc, tout ce qu'on va voir dans nos ballons, tout ce qui va apparaître dans nos athanors, ça veut dire four, ça peut être spirituel ou réel, dans nos athanors, tout ce qui va apparaître, en fait, c'est la métaphore de ce qui a eu lieu au début de l'humanité. Donc, ça a poussé ces gens-là, qui étaient des savants, à devenir des métaphysiciens, si on veut. C'est-à-dire, donc, l'alchimie s'est constituée comme une métaphysique, comme une sorte de spiritualité, comme une métascience, qui s'est mis à réfléchir sur d'où on vient, qui on est, où on va. En fait, c'est ça. Donc, né de la chimie, oui, mais pas l'ancêtre de la chimie. Donc, c'est la chimie qui est l'ancêtre de l'alchimie. Voilà. Donc, l'alchimie est apparue, comme ça, et elle a forcément généré des penseurs, puisque ce sont des penseurs, des philosophes, des expérimentateurs. Alors, je vous donne quelques exemples, parce que pour ceux d'entre vous qui connaissez pas bien, mais même pour les autres, ça fait des petits rappels. J'ai mis quelques alchimistes intéressants. Alors évidemment, des alchimistes, il y en a plein. Vous allez trouver, je n'ai pas amené, mais un très beau dictionnaire d'alchimie de Christian Montesinos qui est paru aux éditions La Hutte, puisque Jean est là. Donc l'éditeur en question, très très beau dictionnaire. J'ai prêté ici d'ailleurs aux gens du musée pour qu'ils s'en servent pour faire cette magnifique exposition. Donc j'ai trouvé par exemple, j'ai pris une dizaine d'alchimistes, rien que pour vous en parler comme ça. Donc Marie la Juive, j'ai beaucoup aimé, qui est une contemporaine de Démocrite. Donc vous voyez, elle est née en moins 460. C'est pour vous dire que c'est pas jeune. Et comme son nom l'indique, Marie, elle a inventé une technique qui s'appelle le bain-marie. J'ai choisi ça parce que c'est la première, en fait, illustration de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que parmi les scientifiques, donc Marie l'égyptienne, on l'appelle aussi, Marie la Juive, est une scientifique de son époque. Parce que, vous savez, Hypatie d'Alexandrie et tout, il y avait des femmes à cette époque qui n'étaient pas aussi obscures que l'on dit. Et cette femme invente une manière de cuire les choses, le bain-marie. Voilà. Mais elle est devenue alchimiste et reconnue en tant qu'alchimiste. C'est-à-dire qu'elle va faire de la métaphysique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce sont des savants, mais ce sont des savants spiritualistes. C'est ça, les alchimistes. J'en ai trouvé un que j'aime beaucoup aussi. Je vous le dis comme ça, c'est par anecdote, mais en même temps, ça illustre bien mon propos. Donc, Jérôme Cardan. Jérôme Cardan, je fais exprès de le citer, il est né en 1501.
C'est un génial inventeur, un joueur de cartes invétéré. Alors souvent on trouve quand même chez les alchimistes des gens hauts en couleur parce que en fait ils expérimentent tout. Ce sont des savants et je vous en parlais de certains que vous allez voir qui sont tellement étonnants. Alors Jérôme Cardan en fait partie. Bon. Mais comme son nom l'indique, il a inventé un système mécanique qui s'appelle le cardan, qui est toujours utilisé en mécanique. C'est un alchimiste aussi. Voilà. Pour l'instant, je ne vous parle que des alchimistes, je ne parle pas encore des écrivains alchimistes. Un couple, c'est quand même le plus beau et le plus connu. Nicolas Flamel et Dame Pernelle, dont il y a 2 rues à Paris qui portent leur nom, mais c'est 2 rues qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec sa maison, qui est rue de Montmorency, si mes souvenirs sont bons. Et donc Nicolas Flamel, alchimiste remarquable, peut-être la figure la plus emblématique de l'alchimie médiévale. Vous irez regarder. Je voulais citer aussi Jean XXII, c'est un pape. Donc c'est aussi pour vous dire qu'il y avait des papes alchimistes. C'est aussi pour vous rappeler que jamais l'Église, même catholique romaine, n'a condamné l'alchimie. Jamais. Sauf lui, Jean XXII. Ce Jean XXII, il s'amusait à faire des décrets contre l'alchimie, parce que la nuit, il faisait des grimoires, lui, alchimiques. Donc il pratiquait l'alchimie la nuit, donc il ne voulait pas forcément que tout le monde s'en mêle. C'est d'ailleurs Jean XXII, le cardinal Duez, je me demande si c'est pas son nom qui est marqué derrière le puits de corde, derrière la croix, là. Hein, je crois, hein, Yolande. Ouais. Bon. En passant, d'ailleurs, Guillaume de Nogaret, qui était le principal chapelain de Jean XXII, dans un des écrits de l'époque, Jean XXII dit à Guillaume de Nogaret, il serait très intéressant d'acheter une belle maison à Cordes. C'est intéressant, je dis ça comme ça. Il était cadurcien, le Jean XXII, il était né à Cahors, ce qui explique peut-être qu'il connaissait la région, même s'il est pape d'Avignon. Hein. Et le Guillaume de Nogaret est réputé avoir fait construire une belle maison ici pour le pape Jean XXII, avec des signes symboliques alchimiques. Alors vous vous amuserez à trouver laquelle. Je voulais dire un très grand alchimiste qui m'a beaucoup intéressé et qui peut vous intéresser aussi pour tous les curieux de l'alchimie et de l'art, parce que ici on est aux confins de l'art. Hein. Baskin, c'est l'art et l'alchimie, c'est les deux, la symbolique. Donc un extraordinaire alchimiste qui s'appelle Michael Mayer, 1568-1622. Je vous le cite parce que c'est le premier inventeur de l'œuvre totale. C'est-à-dire que Michael Mayer, il avait l'idée de faire des livres, je ne l'ai pas amené ici, dans lesquels il composait, donc c'était à la fois des livres d'alchimie, donc de métaphysique scientifique, mais musicale, c'est-à-dire qu'il faisait de la musique, donc il y a des partitions, il faisait des représentations avec les odeurs, avec ça. Donc c'est un type qui a essayé le premier à avoir conçu des œuvres totales. C'est-à-dire dire qu'une œuvre devait faire fonctionner les 6 sens, puisque on est bien dans la spiritualité, c'est-à-dire dans l'idée qu'il y a même un sens au-delà de tous les sens. Donc c'est un personnage très intéressant. Atalanta Fugies, Atalante fugitive, est son livre le plus fameux avec des partitions musicales. Je crois qu'aujourd'hui on peut, en allant sur YouTube, écouter la musique alchimique de Michael Mayer. C'est assez intéressant. Puisque j'en étais à vous citer des personnages comme ça, je veux quand même citer un personnage extraordinaire, un des plus grands alchimistes de tous les temps, et que tout le monde ignore. Il s'appelle Isaac Newton. Et je vous ai apporté un livre ici qui s'appelle Les fondements de l'alchimie de Newton. Parce qu'en fait, exactement sur le même modèle que tout ce que je vous raconte depuis le début, ce sont des scientifiques et qui accessoirement découvrent la gravité pour ce qui est de lui. C'est-à-dire, j'ai bien dit accessoirement, puisque 90% des écrits de Newton sont des écrits alchimiques. Et on a empêché pendant des années de les publier. Alors empêché, voilà, je ne suis pas dans la théorie du complot, hein, je veux dire, pourquoi pendant des siècles
enfin plusieurs siècles, on n'a pas publié les écrits alchimiques de Newton. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance et beaucoup d'incompétence et d'incapacité de les lire, parce que comme vous avez compris tout à l'heure, quand je vous ai parlé un peu de Kabbale et de langage des oiseaux, c'est quand même assez compliqué, l'alchimie à pénétrer. Voilà. Mais il faut savoir que Newton est un très grand alchimiste, et que ses découvertes scientifiques semblent avoir été le fruit de toutes ces méditations métaphysiques. La pomme de tout jaune et noir de l'arbre. Merci. Bon, pour finir et pour signaler deux alchimistes intéressants pour finir la liste des alchimistes, parce que là je vous parle d'alchimistes scientifiques. Voilà. Après, je vais vous parler quelques figures philosophiques. Je ne veux pas faire le bottin non plus, mais bon, vous expliquer un peu comment. Ça vous donnera des pistes. Bon, disons, dans le XXe siècle, ou jusqu'à présent, deux alchimistes qui ont marqué peut-être un peu l'histoire. Il y a Fulcanelli. Alors, je cite Fulcanelli parce que, en fait, non pas que ça soit forcément un grand alchimiste, mais a une aura auprès des artistes. C'est-à-dire que, autant les mouvements surréalistes, beaucoup d'artistes, et bien sûr Baskin, étaient énormément touchés du travail de Fulcanelli. Alors, si on ne peut pas forcément trouver en Fulcanelli vraiment des conseils d'ordre de laboratoire, on peut en tout cas trouver une extraordinaire verve poétique. Alors, ça va nous amener peu à peu à ce que je suis en train de dire aussi, c'est le travail qu'a fait Baskin, c'est-à-dire que Baskin a compris que des alchimistes que des littéraires, des écrivains étaient porteurs aussi de l'enseignement alchimique. Alors l'enseignement alchimique, je vous ai dit, donc on part d'un milieu scientifique, on utilise du travail en laboratoire sur les métaux, sur les matières, comme métaphore de l'évolution intérieure et de notre capacité à spiritualiser la matière. Donc l'alchimie, peu à peu, va s'orienter vers spiritualiser la matière, matérialiser l'esprit. C'est-à-dire dire qu'il n'y a pas forcément de rupture à poser entre la matière et ce qui est à l'intérieur de nous. Alors la conception gnostique qu'on trouve chez l'alchimiste, c'est une conception, Dieu n'est pas là-haut dans le ciel perdu, Dieu s'il existe, il est aussi en soi. En soi, il est à l'extérieur de soi, il est partout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arriver à intégrer cette notion. Donc, je ne dis pas que c'est la vérité, ce que je suis en train de vous dire, hein. Je dis bien que c'est le fondement même d'une spiritualité en l'alchimie. Ça va emmener à peu près tous les alchimistes et beaucoup d'alchimistes au fonctionnement gnostique qui est la fin de la dualité. C'est ça qui est un grand concept alchimique aussi. Vous verrez chez Baskin sans arrêt ces figures dont on ne sait pas si elles sont doubles, triples, s'il y a un troisième personnage derrière, s'il y en a un qui est dans la tête de l'un, etc. C'est parce qu'il y a toujours un deuxième personnage, dans un deuxième personnage, dans un troisième personnage, dans un quatrième personnage, parce que nous sommes doubles, triples, etc. Et je vous ai dit tout à l'heure que le grand maître de mots de l'alchimie, le grand maître mot, c'était l'unification, l'unité, c'est-à-dire le retour à l'unité, la capacité à retrouver l'unité, à retrouver une verticalité dans tout ce qui est de la matière éparse. Un extraordinaire penseur alchimique qui, en tout cas, alors maintenant je vous dis quelques philosophes qui sont des penseurs utilisés par les alchimistes et tous les courants au plus large gnostiques. Alors la pensée gnostique, ça veut dire la connaissance, ceux qui cherchent la connaissance, non pas la croyance, mais la connaissance, à travers justement la réunification de la matière. Alors un personnage extraordinaire, Jean-Pic de la Mirandole. Il a un nom extraordinaire, Jean-Pic de la Mirandole. Vous savez, ça fait rire un nom comme ça, c'est un Italien d'ailleurs, Jean-Pic de la Mirandole. Et il était professeur d'université à 14 ans. Ça fait moins rire là déjà. Hein. Donc il était un grand professeur de théologie et de philosophie à l'université et a été un enfant prodige, on va dire, voilà. Il est mort à 31 ans. Peut-être qu'il avait déjà vécu 3 vies en 31 ans, parce que, vu à la vitesse où il a fait les choses, et a inventé la Kabbale chrétienne, c'est-à-dire, on se rapproche,
on va dire, c'est l'ancêtre philosophique de Baskin, après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un rapprochement entre la Kabbale, cette fois avec un K, qui vient de la Torah, enfin du travail kabbalistique hébraïque, et mélangé ou mixé pour finir la division avec la chrétienté. Donc pour ramener une unification. Vous comprenez, on est toujours dans cette idée-là. Vous trouverez toujours ça partout, dans cette bataille intérieure, bataille du feu, bataille contre le noir, contre la brute, etc., pour trouver l'unification. Toujours aller du noir à la lumière, de l'œuvre noire à l'œuvre blanc, à l'œuvre rouge, ça c'est le summum. Voilà. Donc Jean-Pic de la Mirandole, si vous avez la chance d'écrire, de lire Jean-Pic de la Mirandole, ces petits livres philosophiques extraordinaires de la Renaissance. Quand vous lisez Pic de la Mirandole, c'est pas vrai, ou Marcy les Ficins, des gens de la même époque, donc des gens du XVe siècle, du XVIe siècle, qui ont une pensée mais tellement extraordinaire et lumineuse. Parler des Visconti, un jeu de l'époque qui s'appelle le Nain jaune. Oh bravo, mon fils, quel érudit. Le nain jaune, vous savez, vous vous souvenez pas de ça? Vous n'avez pas joué au nain jaune quand vous étiez petit? Alors, exactement, vous trouverez chez Baskin des jeux. Là, le jeu de dames là-bas, le damier, qui est aussi le damier du parterre maçonnique. Un très beau serpent là, mais c'est aussi... Alors Baskin a fait une œuvre extraordinaire, un jeu de loi. Après les oiseaux que vous avez vus là-haut, les contes de ma mère loi, vous comprenez l'importance du jeu de loi, et vous savez que il explique très bien dans le film d'ailleurs, il explique que le jeu de loi, ce qui nous importe, c'est d'atteindre la 64e case. Celle qui est après les 7 oies, parce que 7 oiseaux, 7 métaux, oiseaux. 7 x 9, 63. Si vous vous souvenez, quand on joue au jeu de loi, on va de 9, si on fait 9, on va jusqu'à 63. Et il dit qu'après, c'est là que ça commence l'alchimie, à la 64e case. Voilà. Donc je termine là-dessus. Le jeu de tarot, le jeu de loi, le damier, vous verrez, est partout présent. Les jeux comme fondamentaux, et donc, oui, je voulais dire, le nain jaune, de la même manière, je vous rappelle, 10 qui prend, valet qui prend, dame qui prend, roi qui prend, c'est une référence alchimique, hein, tout ça. Les 10 de carreau, valet de pique. 10 de carreau, t'es sûr? Non, oui, ça j'en suis sûr. Non, valet de trèfle, valet de trèfle. Dame de... Vous savez comment s'appelle Lancelot? Voilà, je vais trahir. Le valet de trèfle, Lancelot. Lancelot, qu'est-ce qu'il fait, Lancelot? Il va chercher, il se lance à la poursuite du Graal. C'est Galad qui trouve, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu de cartes, il y a la quête. Et le valet de trèfle n'est que le début du qui prend. Ça, après, il faut aller à Pallas, le roi de cœur, le roi Charles. Le roi Charles, c'est 4 pions qu'on met dans le roi. Et à la fin, celui qui, dans le tableau de Baskin, tout en haut à droite, le grand triptyque, a un bonnet comme ça, là. Voilà, le nain jaune. Alors, bonne exposition. Bonne exposition.